Considéré comme l'oracle de Barack Obama, comme un philanthrope hors pair et surtout comme l'investisseur le plus prospère de tous les temps, Warren Buffett a réussi là où personne ne l'avait fait avant lui. Il s'est hissé au rang des 3 plus grandes fortunes du monde, non pas en créant une entreprise comme Bill Gates, mais en investissant dans des entreprises choisies avec des critères que nous analysons en détail sur cette chaîne. Donc bienvenue, c'est Rémi, je vous remercie de regarder cette vidéo, et maintenant, parlons long terme. C'est sur le livre L'effet boule de neige, qui retrace la vie et la carrière de Warren Buffett, que cette vidéo se fonde. Je ferai fi de certains points associés à sa famille pour me concentrer uniquement sur le contenu destiné à ceux qui investissent, soit de l'achat de ses premières actions lors de son adolescence jusqu'à la détention de l'entreprise la plus stable et la plus rentable au monde, soit sa holding, Berkshire Hathaway. Une holding étant, pour la faire simple, une société dite mère possédant des parts d'autres entreprises. Sans plus attendre, voici le plan de cette vidéo, avec le timing associé si vous souhaitez revenir sur un point spécifique. Nous verrons tout d'abord le principe de l'effet cumulé. Ensuite, ce qu'il a fait étant jeune pour atteindre sa liberté financière. Le troisième point sera consacré à son utilisation de la marge de sécurité, ainsi que sa divergence avec son mentor Benjamin Graham. Le quatrième point, mon préféré, sera comment Warren Buffett a construit point par point Berkshire Hathaway. Et le cinquième point sera consacré à sa théorie des cercles, à 2 et 3 dimensions. Enfin, parce que nous sommes de ceux qui aiment analyser des actions, je vous donnerai le nom d'un tunnel éligible pour l'épargne en action, et ce sera à vous de me dire si cet investissement est intéressant ou non par rapport à votre profil. Et avant de commencer, juste un petit disclaimer, je suis ingénieur généraliste de formation et pas encore un analyste financier accrédité par l'AMF. Les informations fournies le sont donc à titre d'information générale uniquement et ne constituent pas un conseil personnalisé en matière d'investissement ou de finance. Ceci étant dit, allons découvrir le principe de l'effet cumulé. Warren Buffett comprend très jeune cette notion. Mais qu'est-ce donc concrètement ? Après avoir enchaîné les petits boulots pendant toute son enfance et investi très jeune, il choisit à 17 ans d'investir dans un flipper à 25 $. Il choisit de le placer dans un salon de coiffure avec qui il partagerait les gains. Et dès le premier soir, le flipper lui rapporta 4 $. Buffett réinvestissa ses gains en achetant d'autres flippers et en quelques mois se retrouva avec 8 flippers qui lui généraient passivement 25 $ par semaine. C'est le principe de l'effet cumulé. Ainsi, lorsque certains dépensent sans compter inutilement, ceux qui comprennent l'effet boule de neige réinvestissent, même là où on ne s'y attend pas. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que Berkshire Hathaway est une des rares entreprises qui ne verse aucun dividende à ses actionnaires alors que la holding en reçoit des sociétés qu'elle possède. En effet, elle préfère réinvestir son cash pour réaliser d'autres acquisitions, ce qui est totalement compréhensible. Mais dans ce cas, Rémi, pourquoi ne le font-elles pas toutes, me direz-vous ? La vision peut-être trop court terme de l'actionnariat est selon moi la seule justification. Lorsque l'on regarde la différence entre le CAC 40 et le CAC 40 GR, soit un gross return, ce qui implique que l'on utilise les dividendes pour réinvestir dans l'indice, même dans le contexte économique actuel, voici la différence. Renoncer aux 3 à 4% en moyenne de dividendes annuels du principal indice boursier français induit une différence de plus de 55% en 10 ans, de façon totalement passive, même en contexte de crise. La richesse se crée donc en réinvestissant ses gains, quelle que soit l'échelle. Et c'est une opération pour laquelle il faut parler long terme, car plus on prend son temps pour la ramasser, plus la boule de neige grossit. Et pour citer Buffett, peu importe l'importance du talent ou des efforts, certaines choses prennent du temps. Vous ne pouvez pas faire un bébé en un mois en mettant de femme enceinte. Plus sérieusement, je finis cette partie par un point rapide d'éducation financière qui résonne avec cette idée. Il est normal de vouloir profiter de son argent. Et un des principes courants qui nous vient de Kiyosaki dit que si nous souhaitons acheter un passif, comme une voiture, il doit tout d'abord être financé par un actif. C'est une vision trop court terme pour que j'en fasse l'apologie. Je vous recommande plutôt d'acheter un actif qui finance un autre actif, dont les revenus résiduels pourront commencer à être dépensés. Ça vous permet de sécuriser d'autant plus vos placements et d'avoir du levier car, contrairement à ce que l'on entend trop souvent, on peut emprunter pour investir dans des entreprises. Après, pour ce qui est de la mise en application de cette recommandation, cela ne concerne que vous. Voyons maintenant ce que Warren Buffett a fait autour de ses 20 ans pour atteindre cette fameuse liberté financière. La première leçon qui doit te sembler évidente, c'est qu'il s'est éduqué financièrement. Mais tu verras, pas seulement. Il répète régulièrement qu'il n'est pas un génie. L'idée du flipper ne lui est pas venue de nulle part d'ailleurs. C'est en lisant le livre 1000 manières de générer 1000 $ qu'il a transposé un petit business model de pèse-personne à celui-là. Observez donc ce qui marche et faites des liens avec les opportunités qui vous entourent. La seconde compétence qu'il a développée est la communication. Et tout comme pour l'éducation financière, personne n'a au début les mêmes aptitudes. Et dans le genre, Warren Buffett était même particulièrement mauvais. Il avait vraiment du mal à se faire des amis et à aborder les femmes. Cependant, il a eu à cœur de combler cette lacune, car il savait son importance pour sa vie personnelle, mais aussi pour sa carrière. Pour ce faire, il a lu le livre Comment se faire des amis de Dan Carnegie, que je vous recommande d'ailleurs, et a également participé à ses cours. Il en retiendra ces 2 choses. Il est important de livrer des anecdotes personnelles lors d'un discours ou d'une conversation. Et il ne faut jamais lire un discours ou une présentation mot à mot, préparez un plan, entraînez-vous, puis soyez vous-même. La seconde leçon fondamentale, apprise à ses dépens, fut la suivante. Lors de son adolescence, déjà attiré par le marché comme beaucoup d'entre nous,
Buffett encouragea sa sœur à prendre position avec lui sur 3 actions, et ce qu'il s'en est suivi fut un des épisodes les plus significatifs de sa vie. Ils payèrent 114,75 $ pour 3 actions, et peu de temps après, le cours de l'action chuta, drastiquement. Heureusement, ce dernier remonta quelques mois plus tard, ce qui leur permit d'engranger un petit bénéfice net de 5 $ seulement. Cette chute l'encouragea donc à liquider ses actions, qui en réalité, quelques mois plus tard, atteignaient 202 $. De cet incident, Buffett tira 3 principes majeurs que je vous livre parce que ceux qui investissent suivant ces règles doivent les comprendre. Il ne faut jamais être obsédé par le cours d'une action sur laquelle nous avons pris position au risque d'y perdre notre temps et surtout notre argent. Gardez donc plutôt un œil sur les bilans annuels des entreprises, cela vous sera plus rentable à tout point de vue. Il ne faut jamais se précipiter pour vendre et engendrer un petit profit. Et enfin, si vous investissez l'argent d'autrui ou que vous conseillez, ce qui vous arrivera parce que ceux qui s'instruisent vraiment un sujet deviennent des références en matière d'investissement pour leur entourage. Ne prenez jamais la responsabilité d'être gagnant à coup sûr, car c'est impossible. On va finir ce point par la pause citation du jour avec Sam Levenson, qui nous livre une idée que je trouve essentielle à transposer à l'investissement, car en voulant investir au feeling lors de mes débuts, il y a 2 ans, j'ai aussi fait des erreurs que je regrette. Vous devez apprendre des erreurs des autres, vous ne vivrez jamais assez longtemps pour les faire toutes vous-même. C'est une démarche que je trouve que nous devons d'avoir dans notre vie, et tout particulièrement ceux qui investissent. Regardez donc bien cette vidéo jusqu'à la fin les amis, car il reste encore des erreurs à assimiler, notamment en conclusion. Voyons maintenant la 3e leçon, également en 3 points, que nous devons de retenir. Candidat déchu d'Harvard, Buffett se tourna vers l'université de Columbia pour ses études, car 2 noms, rencontrés lors de ses multiples lectures, y enseignaient. Je parle bien sûr de Benjamin Graham, son mentor, et de David Dodd. Auteur de The Intelligent Investor, Benjamin Graham fut la première grande influence de Buffett en matière d'investissement. En plus de son poste à l'université de Columbia, Benjamin Graham avait fondé la Graham-Neumann Corporation, l'un des fonds d'investissement les plus reconnus de l'industrie. Graham y obtenait des performances juste remarquables, de l'ordre de 20% par an, principalement grâce à sa faculté d'analyser les performances internes d'une entreprise et non son cours en bourse. Il développa la première approche d'investissement sur la valeur d'une action, plus connue sous le nom de Value Investing, en utilisant notamment les informations publiques disponibles pour toute entreprise cotée, comme les états financiers. Après avoir suivi les cours de Graham, Buffett garda à l'esprit 3 principes clés qui l'accompagneront pour le reste de sa carrière. Parce que l'investissement est basé sur des estimations et de l'incertitude, il est préférable d'utiliser une marge de sécurité. Une marge de sécurité élargie permet de se prémunir contre des imprévus liés à l'économie ou au secteur de l'activité de l'entreprise par exemple, ce dont je vais vous reparler rapidement juste après. Le second principe est Mr. Market, dont je parle en détail dans mon résumé du livre The Intelligent Investor. Mais pour résumer, le marché a toujours fluctué et il ne doit en rien influencer votre estimation du prix réel d'une action. Enfin, et c'est important, une action est un droit de posséder une petite partie d'une entreprise. Investir dans cette dernière implique donc que vous seriez prêt à l'acquérir. Analysons maintenant plus en détail cette marge de sécurité ainsi que la divergence entre Graham et Buffett à son sujet. J'ai grandi dans les Pyrénées, j'adore la montagne et lorsque vous achetez une corde d'escalade, elle est dimensionnée pour un certain poids qui est affiché, mais en réalité elle peut supporter le double, parce que on ne sait jamais. C'est ce qu'on appelle un coefficient de sécurité et il en existe pour tout. Et en investissement, on appelle ça une marge de sécurité, bien que ceux qui spéculent l'oublient bien souvent. Et de la même façon qu'un simple flipper a orienté la politique de versement des dividendes de Berkshire Hathaway, cette corde d'escalade doit te rappeler l'importance d'avoir une marge de sécurité en cas de chute, ce qui prend tout son sens aujourd'hui. Et il existe des ratios concrets qui se basent sur les capitaux propres, par exemple, et qui nous permettent de nous assurer nos arrières même en cas de faillite de l'entreprise. Ce que je ne développerai pas maintenant car je l'explique vraiment en détail à partir de la minute 14 de mon résumé de The Intelligent Investor. Maintenant, Buffett, suite à sa rencontre avec Charlie Munger, renia un peu ce principe au profit de plusieurs autres aspects. Premièrement, Graham avait tendance de vendre une fois la correction boursière passée avec la technique des mégots de cigares, quand Buffett prône vraiment la technique du buy and hold, soit acheter puis garder. Deuxièmement, Buffett a tendance à réduire sa marge de sécurité si l'entreprise possède un réel avantage concurrentiel tel qu'une image de marque forte ou encore un effet de réseau important. Apple, sur lequel il est rentré au capital en 2016, en est le parfait exemple. Enfin, pour reprendre ses mots, il préfère acheter une entreprise exceptionnelle à bon prix qu'une bonne entreprise à un prix exceptionnel. Maintenant que ces divergences sont posées, allons décrypter comment Warren Buffett et son bras droit Charlie Munger ont transformé une usine de textile en difficulté appelée Berkshire Hathaway dont l'action valait 7,50 $ en un conglomérat diversifié possédant une capitalisation boursière d'environ 500 milliards de dollars, soit plus que le PIB annuel de la Norvège. Cette histoire débute le 12 décembre 1962. Warren Buffett investit pour la première fois dans Berkshire Hathaway et paya 7,50 $ pour ses premières actions. À l'époque, c'était une entreprise de textile en difficulté. Cependant, elle était bon marché. Ses actions se vendaient à un prix largement inférieur à sa valeur comptable et à son fonds de roulement net.
Buffett comptait donc détenir ses parts jusqu'à ce que le marché corrige cette sous-évaluation boursière, puis les revendre sur un horizon de quelques années, sous la technique mégot-cigarette de Graham, c'est-à-dire une entreprise bonne pour une dernière bouffée, mais sans valeur durable. Et bingo, ça n'a pas manqué, 2 ans plus tard, la direction de Berkshire Hathaway lui proposa de racheter ses actions pour 11,50 $, soit juste 53% de plus que ce que Buffett les avait initialement payé. Il avait donc l'intention de vendre, jusqu'à ce que lors du deal écrit, le prix de rachat soit de 11,375 $. Furieux que la direction n'honore pas le prix initialement fixé, il décida d'acheter suffisamment d'actions de Berkshire Hathaway pour prendre le contrôle de la société et renvoyer sa direction. Bon, il reconnaîtra ensuite que Berkshire Hathaway fut, sur le long terme, son pire investissement, notamment parce qu'il avait agi sous le coup de l'émotion. Buffett n'avait donc pas envie de s'impliquer à long terme dans le secteur du textile. Il utilisa donc les actifs de Berkshire Hathaway pour acheter d'autres actions bon marché et le produit de ses gains pour en acheter encore plus, soit la technique du flipper à grande échelle. Mais le rouleau compresseur démarra vraiment lorsque Buffett commença à acheter et acquérir des compagnies d'assurance. Là-dessus, certains d'entre vous me diraient « Rémi, t'es bien gentil, mais en termes de positionnement stratégique, une compagnie d'assurance n'avait à l'époque pas de bien meilleure perspective qu'une entreprise de textile. » C'est vrai, les 2 industries se caractérisent par une offre de masse, de faibles barrières d'entrée et des exigences élevées en matière de capitaux pour démarrer. Toutefois, Buffett comprit quelque chose d'important sur cette industrie, et ce avant presque tout le monde. En attendant que les sinistres arrivent à échéance, les assureurs peuvent investir les primes qu'ils ont encaissées. Et dans le cas des affaires dites à longue échéance, il peut s'écouler des décennies entre l'encaissement et le règlement des sinistres. Le flottant qui en résulte, c'est-à-dire le cash généré par les primes qui doivent encore être versées, peut donc s'avérer extrêmement précieux entre les mains d'un bon gestionnaire. Car chaque année, une compagnie d'assurance doit certes payer des sinistres, mais chaque année, elle encaisse de nouvelles primes, ce qui assure une sorte de machine à mouvement perpétuel de trésorerie. Ce qui nous parle, ou parlera pour ceux qui ne se sont pas encore exercés à la lecture des bilans financiers, ce que nous aborderons prochainement. Donc depuis 50 ans maintenant, Buffett investit ce flottant. Mais comment Rémi me direz-vous logiquement? Bien qu'il ait commencé comme investisseur défensif attiré par les actions de base vraiment sous-cotées, comme Berkshire Hathaway, sous l'influence de son partenaire Charlie Munger dans les années 70, il commença à acheter des actions de plus grande qualité avec un avenir économique long et durable. Plus récemment, il a d'ailleurs compris que les franchises technologiques peuvent présenter des caractéristiques économiques tout aussi durables. Apple est aujourd'hui la plus grande participation publique de Berkshire Hathaway. Cependant, ce changement de point de vue s'est opéré que très tard, et ce pour une bonne raison que je vais vous développer ensuite. Et je serais intéressé de savoir si des vidéos décrivant le portefeuille d'entreprise ou de personnalités exemplaires en la matière vous intéressent. Mais pour conclure cette partie, la leçon la plus importante à retenir de l'évolution de Berkshire Hathaway est peut-être le pouvoir impressionnant de l'investissement visant à acheter pour conserver. En plus d'un demi-siècle à la tête du conglomérat, Buffett n'a pas investi dans de nombreuses entreprises à forte croissance. Il a même complètement raté la plupart des histoires de croissance de ces 50 dernières années. En fait, la plupart des entreprises dans lesquelles Buffett a investi sont considérées comme plutôt ennuyeuses par de nombreux investisseurs, soit des compagnies d'assurance, des actions de banque, des entreprises manufacturières et autres entreprises lentes et stables. Cependant, son rendement a été tout sauf ennuyeux. Pour mettre les choses en perspective, un simple investissement de 1000 $ dans Berkshire Hathaway le jour où Buffett a acheté ses actions vaudrait aujourd'hui plus de 40 millions de $. Et tout cela n'est que le résultat de l'achat de bonnes entreprises et d'une conservation à long terme. Enfin, il nous reste 2 derniers points à retenir de la stratégie de Buffett, en commençant par le cercle à 2 dimensions, celui de nos compétences. Pour reprendre ces mots, ce dont un investisseur a besoin, c'est de la capacité à correctement évaluer une section entreprise. Notez bien le mot section. Vous n'avez pas besoin d'être un expert sur toutes les entreprises, ni même sur un grand nombre. Vous devez seulement être capable d'évaluer les entreprises qui sont dans votre cercle de compétences. La taille de ce cercle n'est pas très importante. Connaître ses limites, en revanche, est vital. Ayez donc la sagesse de contrôler votre aversion au risque en vous focalisant sur un marché que vous comprenez. Ça vous permettra d'ailleurs de faire un bon premier tri pour commencer vos analyses qui, bien faites, prennent du temps. Le dernier point est le cercle à 3 dimensions, soit les bulles. Et Buffett est intransigeant à leur sujet. Il ne rentre, entendez bien, jamais en position en cas de mode ou de bulle. Donc pour l'exemple, même si un jour la rétroanalyse me jouera des tours, le jour où ton collègue investisseur du dimanche t'a demandé ce que tu pensais du Bitcoin, ce n'était pas le moment d'acheter mais plutôt de vendre. Faites donc attention au nouveau paradigme et cherchez les critères de votre cercle de compétences qui rend votre prise de position indéboulonnable, même en cas de crise telle que celle que nous traversons aujourd'hui. Et il y en a. Mais cela implique une chose fondamentale, qui est celle de savoir lire le langage des investisseurs long terme, soit les états financiers des entreprises. Et un des membres de la communauté m'a d'ailleurs demandé par email de faire une vidéo précise sur l'interprétation des bilans financiers par Warren Buffett. Je te remercie de ta participation au projet Parlons Long Terme. Il y a un livre sur le marché anglais qui le détaille et j'en ferai donc le sujet de ma prochaine vidéo. Donc si cela vous intéresse, abonnez-vous.
C'est une manière simple et juste de me remercier si le contenu que je te propose t'apporte une vraie valeur, car ce n'est malheureusement pas mon faible nombre d'abonnés qui me fera apparaître dans tes suggestions. Je vais conclure cette vidéo par 2 leçons plus humaines que financières à retenir selon moi de la vie de Buffett. Je finirai ensuite en vous proposant des ressources accessibles par email, ainsi que l'action à analyser. Buffett a dévoué sa vie à son travail, et ce n'est qu'après le cancer de Susan Buffett, sa première femme, qu'il affirmera que le succès d'une vie se mesure par le nombre de personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour. Donc n'attendons pas de traverser ce genre d'épreuve pour nous en rendre compte, car c'est en étant épanoui avec les gens qu'on aime qu'on réussit sa vie, pas en devenant riche. Cependant, si dans votre projet l'argent est un moyen, faites-en un objectif, et c'est mon cas. Mais le but final doit être l'épanouissement. Je vous recommande à ce sujet le livre d'Iris Aberkan, L'âge de la connaissance, qui parle de ce principe avec justesse, en plus de proposer une œuvre très riche pour élargir notre point de vue sur le champ des possibles au XXIe siècle. Le second principe essentiel à retenir de sa vie est le fait de bien choisir ses amis. Bill Gates en fait partie d'ailleurs. Cette phrase est finalement quelque chose qu'on en entend souvent. Et pourquoi ? Pour le citer une dernière fois, vous allez vous diriger dans une direction similaire à celle des personnes avec lesquelles vous vous associez. Un bon ami vous incite à aborder quelque chose dans votre carrière qui vous effraie, vous présente un réseau de contacts potentiellement important, ou vous recommande des bons livres et des bonnes ressources. Donc à ce sujet, pour ceux qui souhaitent échanger avec moi, et peut-être faire partie d'une communauté plus restreinte, en construction, avec des gens qui échangent, s'entraident et investissent, vous pouvez vous inscrire à l'email en description. Tu recevras dès ton inscription un bilan des ratios de base à connaître pour analyser les performances comptables d'une entreprise. J'ai récemment rajouté le lien où je trouve personnellement ces informations pour les entreprises qui m'intéressent, parce que c'est une question que vous vous posiez. Et une fois par mois, et pas plus, je te le promets, je t'envoie un email avec notamment le nom d'une action analysée pour s'entraîner et échanger ensemble à ce sujet. L'email mensuel change tous les mois, comme son nom l'indique, donc en t'inscrivant pas maintenant, tu perds une opportunité de faire ça pour ton patrimoine. Voici pour finir l'action d'aujourd'hui. Jetez un œil à la société marseillaise du tunnel Prado Carénage, et dites-moi ce que vous en pensez par email ou en commentaire. Bon, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je vous invite à vous pencher sur le rendement de ces dividendes la prochaine fois que vous songez à investir dans l'immobilier par exemple. D'autant plus que cette action est éligible au plan d'épargne en action comme beaucoup d'autres en France et que nous sommes donc totalement défiscalisables après 8 ans de détention. Et ça c'est cadeau car ici, nous parlons long terme.